je vais vous apporter un petit point de détail sur l'histoire du plateau landais. Je ne vous ai pas parlé de la hêtraie du Ciron parce que c'est une remarque qu'on m'a fait. Alors, on a un cas très particulier sur le plateau landais qui est la hêtraie du Ciron. Et là, on avait un refuge glaciaire. Donc, on avait un îlot de forêt dans la vallée du Ciron. Ailleurs, il n'y avait pas un arbre. Donc, si vous voulez, c'est très particulier. Et cette forêt, on est sûr, dans la vallée du Ciron, qu'elle est là depuis 43 000 ans, mais elle était probablement là depuis 110 000 ans. Mais ça, on n'avait pas les techniques scientifiques pour aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment un cas très particulier. Et en plus, donc, on avait fait cette découverte en 2013-2014. Et depuis, on pensait, comme on avait publié les techniques, etc., que sur la planète, on allait retrouver des situations comme la vallée du Ciron. Et pour le moment, il n'y a personne qui a trouvé cette situation d'un îlot où une espèce s'est maintenue depuis la période glaciaire, même en forêt tropicale. Donc c'est vraiment un cas hors norme. Bon, on va revenir à notre exposé après ce petit point de détail. Et là, c'est beaucoup plus une réflexion pour comment on peut agir sur cette forêt et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, là, je prends une étude qui avait été conduite sur les problèmes de sensibilité aux incendies. Donc, si vous voulez, quand on est blanc, le risque est très faible. Quand on est ce vert très clair, on a une possibilité très faible. Et orange forte et risque maximum rouge. Donc, à gauche, on a les risques d'incendie sur la période de référence. Donc, c'est 89-2006 et avec les prédictions pour 2040 à droite, avec des prédictions d'évolution du climat qui étaient malheureusement très optimistes à l'époque. Donc on voit que si on regarde le plateau landais, on passe du jaune orangé au rouge, et donc si vous voulez, on arrive à des niveaux de risque comme la Corse. Donc ça, c'est une publication déjà assez ancienne. Il faut savoir que malheureusement, les scénarios du GIEC ont été révisés très à la hausse, donc il faudrait réviser ça, et on devrait être dans des situations plus catastrophiques. Et qu'il y a quelques mois, il y a 2 ou 3 mois, il y a un groupe de scientifiques français piloté par Ribes, du CNRS et de Météo France, qui ont publié et qui a révisé l'évolution des températures pour la France. C'est encore beaucoup plus grave qu'on ne pensait. Donc, si vous voulez, on va aller vers des climats où on va avoir des risques extrêmement forts. Pour vous donner un peu une idée, l'été qu'on vient de passer, ça devrait être l'été standard dans la période 2040-2050. Là, l'été moyen. Donc, si vous voulez, ce genre d'épisode à très fort risque va se reproduire très souvent et on devrait assez rapidement avoir des événements où on passe les 50 degrés. Alors, si on regarde l'évolution des chablis, donc les volumes de bois renversés par les ouragans depuis 1860, on voit que sur le 19e siècle, il y a eu quelques accidents, mais assez limités, et que ça va être dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'il va y avoir de plus en plus de chablis, et les chablis majeurs que l'on a connus, on voit les 2 pics ici. Donc, si vous voulez, l'évolution du risque chablis devient de plus en plus prégnant au niveau de l'Europe, même si on a connu ces dernières années une période calme et peu de temps après cette étude-là, il y a eu un chablis encore beaucoup plus catastrophique qui a conservé un petit peu la Scandinavie et la Russie où on est monté à des niveaux beaucoup plus élevés que je crois qu'en Russie, on était à peu près à 400 millions de mètres cubes renversés d'un seul coup. J'étais présent sur place, j'enseignais à Moscou à ce moment-là, et c'était l'apocalypse. C'était vraiment 2009 ici, c'était rien du tout à côté.
Donc, autre problème avec ces changements climatiques, c'est aussi les dépérissements. Donc là, c'est une étude sur les dépérissements. Alors j'ai pris cette étude parce que ça montre qu'on a des dépérissements de forêt avec ces changements climatiques partout sur la planète. Donc là, c'est tous les points où ils ont étudié et fait des dépérissements forestiers. Donc, si vous voulez, c'est un phénomène général et qui s'aggrave. Actuellement, on a des crises très graves de dépérissement, alors dû à des parasites introduits, comme sur le frêne, sur l'orme, et puis aussi à l'augmentation des températures, comme sur l'épicéa, où vous avez le scolite dont le nombre de générations par année a augmenté, ce qui fait qu'il attaque très fortement l'épicéa. L'épicéa, s'il n'est pas attaqué par les scolites, il supporte même le climat ici. Vous avez des épicéas ici qui arrivent à pousser parce qu'il n'y a pas de scolite. Mais dès que le scolite attaque, il est éliminé. Et là, c'est lié aussi au changement climatique. Alors, dans notre réflexion, il va falloir intégrer la notion du développement durable. C'est Gro Harlem Brundtland qui, en 89, a défini le développement durable. Elle a été plusieurs fois première ministre de la Norvège. C'est une femme politique vraiment remarquable au niveau de l'Europe, quelqu'un qui a beaucoup marqué, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui est vraiment très marquante. Alors, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion, le concept de besoin et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée de limitation que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Voilà. Donc c'est la définition exacte du développement durable tel que l'avait défini Brundtland dans son rapport. Alors, il y a trois axes dans le développement durable. Un axe bleu économique, un social et un écologique. Donc si on tient compte uniquement de l'économie et du social, on va vers du équitable. Si on tient compte de l'économie et de l'écologie, on va vers du viable. Si on tient compte du social et de l'écologique, c'est du vivable. Et pour que ça soit durable, il faut tenir compte de l'écologie, de l'économie et du social. Et c'est sur ce trépied que repose le développement durable. Donc, toute notre réflexion doit intégrer cette notion. Alors, on a vu qu'on avait un massif qui avait des atouts, mais qui a des fragilités, et que on a une situation inédite due au cumul de crises écologiques. Alors, il va falloir donc avoir une approche nouvelle, engager une réflexion de fond, et ce soir, on va ébaucher quelques pistes de réflexion. Donc, on va voir 3 points. D'abord, savoir si le pas maritime est la seule espèce, voir les aspects d'aménagement du territoire, puis de gestion forestière. Donc, à gauche, on a l'écogramme du pain maritime. Donc, je vous rappelle que l'axe des X, c'est l'axe allant des sols acides à basiques, et l'axe des Y vers le haut, c'est les sols allant des sols humides, du moins inondés en permanence, à très secs. Et en bleu sombre, on a la niche écologique du pain maritime. Et on voit que le pain maritime tolère les sols acides, voire très acides, et depuis des sols engorgés, hydromorphes, à des sols très secs. Donc, il est bien adapté à la langue. Et ça en fait une espèce majeure. Deuxième atout du pain maritime, à droite, c'est la carte de répartition du pain maritime. Alors là, c'est la répartition naturelle du pain maritime. Par exemple, il est présent en Bretagne, mais il a été introduit en Bretagne. Et on s'aperçoit que le plateau landais se trouve dans le nord de son aire de répartition. Donc, si vous voulez, c'est un atout dans le cadre des changements climatiques. C'est un arbre donc extraordinaire en termes de production de bois, mais il est fragile. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il est tout seul?
Et donc, voici, alors c'est très petit, c'est exprès, c'est la liste des ligneux du plateau landais. Et donc, il y a quand même 60 espèces sur le plateau landais. Alors maintenant, on va aller plus loin. Sur ces 60 espèces, on a 38 espèces d'arbres. Donc, il n'est pas tout seul. Et ça, c'est les espèces uniquement naturelles. Donc là, on va regarder ce tableau-là, où on a les différents arbres, donc depuis les petits arbres jusqu'aux grands arbres, et différents types de milieux. Les dunes, les landes mésophiles, les landes sèches, les ripisciles, donc les forêts le long des rivières, les zones humides, puis les stations meilleures, comme les aériales. Et on voit dans tous les cadres verts l'endroit où cette espèce peut pousser. Donc si on fait un bilan, on s'aperçoit que dans les dunes, on va trouver 20 espèces, les landes humides 7, les landes mésophiles 23, les landes sèches 13, les zones humides 12 et les ripisciles 28. Donc, on a des espèces différentes présentes dans tous les milieux du plateau landais. Alors, on va regarder quelques espèces du plateau landais. Ben, la deuxième espèce présente sur le plateau landais, c'est le chêne pédonculé. Donc, c'est une espèce dont les révolutions sont entre 70 et 200 ans, et honnêtement, il ne faut pas dépasser 140 ans, parce que contrairement au chêne sicile, c'est pas une espèce si longévive que ça, dans une situation de sylviculture. En forêt primaire, il vit 700 ans sans problème. En situation de sylviculture, au-delà de 140 ans, on peut avoir des problèmes. Il produit du bois de 3 à 10 mètres cubes par hectare et par an, avec des prix du bois intéressants entre 15 et 450 euros le mètre cube. Et là, cette année, on a des records à plus de 1000 euros ces derniers temps. Donc, c'est une espèce intéressante. En plus, sur le plateau landais, si vous regardez les billes de bois, elles sont colorées d'un très beau jaune, et c'est un bois c'est paille, et c'est un bois qui est très recherché en termes de couleur pour le mobilier. Alors, actuellement, il y a un problème sur le mobilier, mais si vous voulez, c'est une espèce qui est facilement valorisable. Et le chêne, on a toujours su l'utiliser sans problème. Alors, je vous ai parlé du chêne pédonculé, mais il y a d'autres chênes sur le plateau landais. Et naturel, vous avez le chêne liège qui est en train de régresser très, très fortement, malheureusement. Vous avez le chêne vert. Alors, souvent, on a l'illustration du chêne vert comme dans les taillis très dégradés méditerranéens de buissons. En réalité, c'est un arbre qui potentiellement peut faire 35 mètres, voire plus, mais il faut le laisser pousser, c'est tout. Et si vous avez la chance d'aller à Viterbo, donc c'est au nord de Rome, c'est une des propriétés du pape, vous avez des chênes verts absolument extraordinaires. Si vous allez en Croatie, allez à Plitvice, et sur une partie de ce parc, vous aurez des chênes verts extraordinaires. Et vous verrez que c'est un arbre qui est capable de faire du beau bois, et pas simplement ces taillis rabourés qu'on voit, qui sont liés à l'action de l'homme. Autre espèce, vous avez le chêne tausin, qui est une espèce locale. Alors, lui a fortement régressé à cause de l'introduction de l'oïdium au début du XXe siècle, et donc il a des problèmes. Bon, vous avez le chêne pédonculé, et vous avez de manière très rare le chêne sicile. Il n'était pas présent un tout petit peu en forêt de la Teste, par exemple. Il y avait quelques individus de petites populations. Malheureusement, il s'est trouvé dans l'incendie, et en plus, la population la plus importante était dans le pare-feu juste près d'Arcachon, et ils ont même arraché les souches. Donc là, on a perdu cette ressource très, très intéressante. Donc, vous voyez, rien que sur les chênes, on a 5 espèces. Après ça, vous avez le bouleau verruqueux. Alors, lui, le bouleau verruqueux est très intéressant parce que il améliore beaucoup la qualité des sols. C'est une espèce pionnière, et donc, dans son activité d'espèce ingénieure, il améliore les sols. Donc, ça peut être une espèce qui peut être mélangée sur le court terme avec le pin maritime, et on pourrait trouver des solutions pour améliorer le sol. Et par exemple, il y a un dispositif Orphée qui est conduit par les rats, où il y a notamment du bouleau verruqueux. Si vous regardez l'écogramme, il se tolère tout, depuis les sols complètement inondés jusqu'aux sols les plus secs. Alors,
il souffre de la sécheresse. Donc, quand vous êtes dans des sols très secs, il ne sera pas longévif, il ne vous fera jamais du bois. Ici, il est difficile de savoir s'il est capable de faire du bois d'œuvre, tellement il a été matraqué. Mais par exemple, en Scandinavie, on en fait du meuble, on en fait du contreplaqué. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits tabourets avec un rond et 3 ou 4 pieds comme ça, dont le design a été fait en Finlande. C'est du boulot. Ikea en vend et c'est du contreplaqué de boulot. Autre espèce, vous avez le peuplier tremble, qui est aussi une croissance relativement rapide, qui est considéré comme une mauvaise herbe, donc il a été éliminé. Donc, toutes ces espèces-là, si on veut les revaloriser, il va falloir aussi travailler sur la restauration de la diversité génétique, parce que on les a un peu mal traités. Alors, on va changer avec des espèces disséminées, avec des feuillus précieux, comme le cormier. Donc, un très joli arbre. En plus, les fruits se mangent. Il a une très forte biodiversité et il est très résistant à la sécheresse. Une espèce aussi intéressante, c'est un autre sorbier, c'est l'alisier terminal, qui est aussi intéressant. Donc, lui, il fait pas des très grands arbres, mais fait des bois de très très grande qualité. Alors, actuellement, il ne trouve plus beaucoup de marché, mais à un moment, c'était un marché où dans le nord de la France, le nord-est, on vendait le bois au kilo, pas au mètre cube. Alors, maintenant, on va continuer cet exposé sur l'aménagement du territoire. Alors, une des premières choses, on a fait disparaître les pare-feux, et ça aurait été bien de les conserver. Donc, retour des pare-feux. Alors, il va falloir penser peut-être à des pare-feux un tout petit peu différents, parce que ici, on a cette ligne électrique qui faisait comme un pare-feu, mais qui a été traversé là c'est près d'Austin, j'ai pris cette photo-là, très facilement par cet incendie. Donc l'idée, c'est de faire des pare-feux composites, où on a le peuplement de pin, une bande de feuillus, la pelouse rase classique, de nouveau une bande de feuillus, et le peuplement de pin. Et avec ça, on a sans doute une structure intéressante qui pourrait limiter les incendies. Après ça, il y a des problèmes d'urbanisation. Alors, ici, on a 2 photos aériennes, donc une en 1950 et 1965, donc c'est l'Andiras. On voit qu'il y a beaucoup de forêts. Et à droite, c'est une photo aérienne actuelle. Et on voit que il y a des maisons qui se sont installées dans cette forêt. Dans un autre sens, il y a aussi la forêt qui est venue aux maisons. Donc ici, c'est une carte du début 19e siècle. Donc c'est à Villagrain. Et on voit que les maisons là sont au milieu de landes, de champs, etc. Et à droite, la carte d'aujourd'hui. Et elles sont toutes au milieu des pins. Alors, ces pins, ces peuplements pins brûlent facilement. Donc, il va falloir réfléchir pour avoir un système de bouclier autour des zones urbanisées. Donc là, par exemple, si on prend la commune de Guillos, voilà la zone sur laquelle il faut installer un bouclier. Alors, il est déjà en partie fait parce que autour des villages, on a souvent préservé les feuillus. Donc, dans les villages traditionnels, donc si vous voulez, on a déjà une partie de ce bouclier mis en place. Après ça, il faut revoir que nos ancêtres ont été confrontés aux incendies de forêt et de landes, et autour des maisons, ils avaient installé les riales, qui était une protection contre l'incendie. Donc, c'est ces pelouses rases. Alors, quand je parle de pelouse, c'est en termes écologiques, c'est pas la pelouse que vous tondez en permanence. Attention, hein. C'est bien des pelouses qui sont entretenues par les animaux. Là, il y a de la diversité écologique, etc. Quand vous faites avec votre tondeuse et que vous passez tous les 15 jours, vous avez 2 ou 3 espèces. Là, on est à 100 espèces dedans. Donc, si vous voulez, au niveau biodiversité et fonctionnement, on est dans un monde différent. Alors ici, on voit un aérial avec cette pelouse et ces grands arbres. Et les aériales étaient orientés notamment beaucoup à l'est, parce que les incendies
les principaux incendies arrivent de l'Est. Et les ancêtres l'avaient remarqué. Donc, si vous voulez, là, c'est peut-être une structure de paysage à refaire, à recréer à proximité des maisons. Alors, des fois, il y a des peuplements de pins à proximité des maisons. Et donc, si on laisse ces peuplements pins comme actuellement, ça va être problématique. Donc, une des propositions, c'est de les éclaircir fortement pour que l'incendie puisse difficilement se transmettre au niveau des cimes et petit à petit les remplacer par des peuplements de feuillus. Alors, un des problèmes soulevés par les pompiers, ça a été les jardins, ce qu'on a planté dans les jardins. Alors, dans les jardins, on plante plein d'espèces exotiques, c'est déjà pas bon pour la biodiversité, donc pour le bonheur, c'est pas terrible. Mais beaucoup se sont révélés problématiques au niveau des incendies. Alors, les pins exotiques, le chêne rouge, les eucalyptus, les thuyas, les cyprès, les bambous. Alors, les bambous, les pompiers m'ont dit que quand ça brûlait, ça explosait et qu'ils avaient des sérieux problèmes parce que ça partait dans tous les sens. Les mimosas, alors ça c'est connu et c'est classique, c'est vraiment un très très gros problème. Si vous avez des mimosas vraiment virez-le, c'est vraiment un danger terrible. Les lauriers, roses, cerises, sauces, les chalets, l'olivier de Bohême, il y a toute une liste d'espèces à problème. Donc il va falloir que l'on aille voir dans nos jardins ce que l'on a et modifier un peu les plantes. Alors j'ai regardé pour nos jardins en espèces locales qui pourraient rentrer, qui posent pas de problème au niveau incendie. J'en ai rien trouvé que 101 espèces. Et en plus, qui offre des avantages énormes en termes de biodiversité, pas que sur les aspects incendie. Ici, par exemple, on a une restauration de haies, donc c'est à Kudos, où on voit, c'est que des espèces autochtones, c'est une belle haie, plutôt qu'une haie de tuya. C'est sympa, et en plus, ça sera beaucoup plus sympa pour les oiseaux, et cette haie vous protégera de l'incendie, ne posera pas un problème. Après ça, pour le moment, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je suis en train de m'attaquer à voir dans les espèces méditerranéennes, avec les changements climatiques, donc faire venir des espèces méditerranéennes dans nos jardins, et voir quelles sont les espèces que l'on pourrait introduire à ce niveau-là. Alors, simplement pour vous montrer, je vais vous montrer 4 exemples d'espèces autochtones qu'on peut mettre dans les jardins et qui sont vraiment belles. Par exemple, la viande aubier, c'est ce qu'on appelle la boule de neige. Donc ça, c'est la forme domestiquée de la boule de neige. L'arbousier, c'est vraiment un arbre qui est très beau. Après ça, vous pouvez mettre du cormier, on l'a vu tout à l'heure, cette espèce, ça fleurit blanc au printemps, c'est joli, ça sent bon, le cormier, ça produit des fruits à l'automne, donc ça égaye, et le feuillage de l'automne est très beau chez le cormier. Donc, avec toute notre flore, on peut avoir des jolies floraisons au printemps, des feuillages très beaux l'été, on peut avoir aussi des feuillages plus clairs. Il faut savoir que plus on aura un feuillage clair, plus il fera frais en dessous, parce que ça reflète la lumière et la chaleur vers l'atmosphère. L'albédo, oui, il y en a un qui utilise le bon terme. Alors, je vais continuer là-dessus. Donc, si vous voulez, dans les 1,25 degré de réchauffement que l'on a actuellement de la planète, 0,25 viennent du travail des forestiers européens qui ont converti les peuplements de feuillus en résineux. L'albédo des résineux étant plus sombre, ça a absorbé de la chaleur et ça a réchauffé de 0,25 degrés. Donc, vous voyez l'impact de changer de feuillu à résineux. Et c'est un auteur qui s'appelle No, qui a publié dans Science, dans Nature, qui est la meilleure revue scientifique. Donc c'est vraiment bétonné et ça a plus de 10 ans et ça n'a jamais été remis en cause. Donc moi je pensais que ça allait faire un débat scientifique fort et non. Alors après ça, on a eu un problème aussi avec les incendies parce que c'était horriblement sec. Et donc si vous voulez, on a un problème en termes de châteaux d'eau, qui sont les zones humides du plateau landais. Là, à gauche, on est près des sources du Ciron, avec un fossé de drainage. À droite, on a la butte de la Roustouze, qui est quasiment à sec. Et donc, il va falloir revenir en arrière sur tout ce qui est drainage. Il y a des travaux de l'Égide à l'Université de Bordeaux là-dessus qui montrent
il ne faudrait pas qu'il y ait un seul fossé qui fasse plus de 30 cm de profondeur. Donc, il va falloir restaurer les zones humides et revenir en arrière sur tout ce drainage qui a été mis en place pour avoir cette éponge pour justement tempérer ces périodes de sécheresse. Alors maintenant, on va aller voir différentes pistes pour gérer cette forêt sur la sylviculture. Donc c'est aussi des pistes de réflexion, hein. C'est pas encore gravé dans le marbre. Alors, si vous voulez, clairement, sur le pas maritime, la période critique en termes de feu, c'est quand les peuplements entre 10 et 20 ans. C'est vraiment un problème où il y a un risque maximum, où le feu se transmet, et ça, les pompiers ont été clairs là-dessus. Et donc, si on réduit les révolutions, donc l'âge où on exploite les pins, on augmente la part de cette période 10-20 ans. Donc, sur l'axe des X, je mets la durée de la révolution, donc l'âge à laquelle on exploite les arbres, et le pourcentage du territoire qui est peu sensible à l'incendie. Et donc, c'est la phase à la fois jeune et adulte. Et on s'aperçoit que on augmente et que si on allait retourner vers des révolutions vers 60 ans, on va réduire la proportion du territoire où on a cette phase très sensible à l'incendie. Alors, ça veut dire que on revienne sur des beaucoup plus gros bois, des autres usages. Donc, c'est vraiment une révolution au niveau sylviculture et au niveau de l'industrie. Donc, c'est pas une mesure simple à prendre. Et puis, c'est sur des décennies. Hein. Bon, alors, mes diapos ont été un peu inversés. Donc, si vous voulez, voilà une sylviculture traditionnelle. Donc, au stade jeune, à gauche, on a un risque faible. Sur la période 10-20 ans, on a un problème d'incendie extrêmement fort. Et à droite, les pins deviennent plus grands. Et de nouveau, le risque se réduit petit à petit. Alors, il y a différentes solutions aussi pour essayer de rendre cette période moins inflammable. Donc, c'est mélangé avec des feuillus qui sont moins inflammables dès le départ. Et donc, on a des feuillus jusqu'à la phase 10-20 ans. Et puis, avec les éclaircies, on les élimine. Et puis, on arrive à maturité sur un peuplement feuillu. Donc là, on réduit déjà un petit peu ce risque. Ou alors, aller directement sur un mélange feuillu conifère jusqu'au bout. Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous avez vu que dans les cycles forestiers, on va trouver difficilement quelque chose qui est compatible avec ça. Alors par contre, on peut éventuellement aller sur des mélanges pin-chêne et on termine alors, en fin de révolution avec uniquement du chêne. Donc on fait un petit peu l'inverse de ce qui est fait avant. Alors maintenant, vous avez vu que sur la période 10-20 ans, on a une période de sensibilité. Donc à gauche, on imagine ce territoire avec toutes les parcelles qui ont brûlé et on regarde 20 ans après. Si on ne change pas de technique, dans 10 à 20 ans, on va avoir plus de 20 000 hectares ici de forêts très sensibles à l'incendie. Ça veut dire que dans 10 à 20 ans, le moindre orage ou le moindre incendiaire peut créer une catastrophe encore plus grande. Et déjà, l'Andiras a été un incendie important parce que on a été touché très fortement en 2009 par les ouragans. Donc on était dans cette phase de sensibilité. Et c'est un des facteurs qui explique l'importance de l'incendie de l'Andiras. Alors, la solution, c'est d'avoir une mosaïque avec des zones, donc c'est le carré en bas, où il y aura des peuplements qui seront sensibles, et d'autres moins, parce que on mettra du feuillu, parce que on trouvera des solutions, on proposera des solutions pour réduire ce risque incendie. Alors, au niveau de la régénération, il y a plusieurs stratégies. Vous avez la régénération naturelle.
Une solution qui s'impose souvent parce que personne ne fait rien, mais c'est pas une bonne stratégie dans ce cas-là, parce que la régénération naturelle est très technique. Ça exige quand même un certain nombre de compétences pour bien régénérer naturellement. Alors, il faut savoir qu'elle est trop souvent oubliée, mais qu'il faut un nombre suffisamment de semenciers pour un problème de diversité génétique. Il faut qu'on ait des semenciers de qualité, et puis que les populations de pollinisateurs ou de disperseurs des graines soient pressants et qu'il y ait de la continuité écologique pour qu'il y ait une bonne dispersion des graines. Alors après ça, au niveau artificiel, c'est pas toujours le choix n'est pas toujours justifié. Alors quand on est dans le cadre de la sylviculture très intensive du bas maritime, ça se comprend. Alors je parle du choix d'espèces. Alors il faut savoir que la première raison d'échec des plantations avant que les changements climatiques tapent fort, c'était une erreur de la part du forestier au niveau du choix de l'espèce. Le forestier fait plus de dégâts en génération en plantation par un mauvais choix que le chevreuil en France. Or que le débat chevreuil est plus que conflictuel. Il n'y a pas de plan de chasse contre les forestiers. Bon, alors c'est aussi critiqué pour des raisons d'artificialisation. Des fois, l'argument coût est avancé. C'est pas vrai. Que vous alliez sur une régénération naturelle voulue ou une plantation, on est à peu près sur les mêmes coûts. Hein. Après ça, il y a plus haut, qui est la régénération assistée, où on panache à la fois plantation dans une régénération naturelle. Alors ici, je vais vous présenter la carte des zones incendiées. Donc si on prend le cas de l'incendie de Landiras, on voit déjà que les villages ont été bien protégés pour différentes raisons, parce que les pompiers ont vraiment fait un travail incroyable de protection des habitations, et puis aussi il y avait quand même pas mal de feuillus autour des maisons, ce qui a permis de faciliter le travail. Mais vous voyez des petites bandes par endroits, et ça correspond à des ripicines, donc des forêts le long des rivières. Et pareil, l'incendie de Landiras 2 a été arrêté par la ripicide de la Leyre, sauf à un endroit où elle avait été dégradée et convertie en pain maritime. Donc, si vous voulez, ça montre l'intérêt de ces ripicides. Si on zoome sur une zone, là, on va à Landiras, donc c'est du moins c'est Guillaume, c'est le quartier des Bernadets, donc juste à côté du Tursan. On voit la zone incendiée, la carte de la zone incendiée et la ripicide. Et on voit que la ripicide a tenu. Et en plus, a permis de protéger les habitations des Bernadets, et ce qui a facilité aussi l'arrêt sur la piste de pare-feu qui avait été créée. Alors maintenant, on va vous montrer, avec ce secteur-là, ce qu'on pourrait faire. Mais ça veut dire qu'il y ait vraiment une réflexion de territoire et que tous les propriétaires se réunissent, réfléchissent ensemble pour proposer. C'est vraiment un exemple, c'est pas du tout un aspect imposé. La première chose, c'est de protéger les ripicides. Il faut plus les couper. On peut faire des coupes d'amélioration. En plus, dans les ripicides, on peut produire des bois de valeur. C'est assez productif. Donc, si vous voulez, c'est même pas une perte économique. C'est simplement un changement culturel en termes de culture, pas d'agriculture, mais un changement de paradigme pour les forestiers et de s'intéresser aux feuillus, à la sylviculture du feuillu et d'aller sur des sylvicultures de qualité. Après ça, la deuxième chose, c'est de protéger tous ces îlots de feuillus qui servent de point d'appui aux pompiers. Donc, si vous voulez, ça brûle moins, ça ralentit le feu, et en plus, les pompiers s'en servent de point d'appui. La troisième chose, ça serait de restaurer la ripicile dans les zones où elle a été trop réduite. Après ça, il y a tout un travail qui est conduit actuellement sur le bocage forestier. Donc, c'est remettre des lisières en feuillus. Alliance est en train d'ailleurs de faire tout un travail
là-dessus. Donc, on pourrait penser à un premier bocage comme ceci, et l'idéal, ce serait un bocage beaucoup plus dense. Donc, voilà des exemples d'aménagement pour essayer de limiter ce risque d'incendie, d'autant plus qu'on va avoir cet espace de plus de 20 000 hectares qui, dans 10 à 20 ans, sera une bombe en termes d'incendie. Alors, on va arriver à la conclusion avant le débat. Donc, au niveau de la forêt, on a une forêt influencée par l'homme depuis la préhistoire. La forêt naturelle, c'est une chênaie. Et c'est une forêt fragile et sous la pression des changements globaux. Donc, c'est les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, c'est les invasions biologiques, avec notamment l'arrivée de pathogènes exotiques qui n'ont pas coévolué. Donc, ça provoque des catastrophes quand ces pathogènes arrivent. Au niveau de l'écologie de la forêt, on a vu que le pan maritime n'est pas seul, mais ça sera toujours un acteur majeur de la forêt locale, qu'on a des conditions très dures de milieu, mais notre forêt est riche en espèces, donc on doit les redécouvrir et réfléchir sur ces espèces. Il faut penser aux aspects de biodiversité associés, et puis il faut savoir qu'une forêt, c'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui est dynamique en permanence, qui évolue tout seul, même si l'homme n'intervient pas. Vraiment une nouvelle économie à remonter. Et donc, avec tout un aménagement du territoire. Et donc, on voit tout de suite qu'il y a un travail de tous les acteurs. Donc, c'est vraiment un travail d'intelligence collective si on veut éviter le retour de telles catastrophes. Et il y a le feu, c'est le cas de le dire, entre les changements climatiques et ce grand trou vide que l'on a autour de Landiras. Je vous remercie pour votre attention.